Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Quel plaisir de vous retrouver chaque jeudi pour cette émission que vous adorez. Et merci de votre fidélité et d'être toujours plus nombreux et plus nombreuses à nous suivre à la radio, sur Sud Radio évidemment, mais également sur le site butfootballclub.fr, le site de référence, la chaîne YouTube qui a explosé la semaine dernière avec nos sujets d'actualité. Et ça va être encore le cas ce soir, évidemment, parce que notamment Michel Moulin est là. Bonsoir Michel. Bonsoir messieurs. Plaisir de vous retrouver. Merci mon cher beaucoup. Michel Moulin avec nous. Benjamin Danet, le patron de butfootballclub.fr. Salut Benjamin. Soyez le bienvenu. Merci. Et il est là, il est polyvalent, il sait tout faire, même si dans sa carrière de footballeur il était latéral droit. Il est capable d'être à la fois comptable, chirurgien dentiste ou encore qu'est-ce que vous pourriez être coiffeur. Bonsoir Jimmy Algerino. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir Bonsoir. de vous retrouver mon cher Jimmy, toujours dans des lieux insensés avec des lumières de folie. Merci mon cher Jimmy. À voir évidemment sur sudradio.fr sur le site puisque cette émission est filmée, vous le savez. Beaucoup de sujets, on va parler un petit peu d'argent pour une fois n'est pas coutume avec notamment, vous l'avez vu, ces révélations comme chaque année dans le quotidien L'Équipe, le journal préféré de Michel Moulin. Les salaires des footballeurs de Ligue 1 et de Ligue 2 notamment sont-ils trop payés? C'est un marronnier, c'est une question qu'on pose régulièrement, même si la moyenne salariale est un peu à la baisse. Et puis surtout avec le spectacle de la Ligue 1, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On en parlera dans quelques instants. Comparaison de l'Angleterre par exemple, où les stars touchent le double des stars du championnat de France. L'équipe de France qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, qui a eu une petite remontada 2-0 victoire contre la Croatie avec un jeu séduisant. Écoutez, j'étais au stade, donc je peux le dire, Michel Moulin, je vous le dis dans les yeux, dans le blanc des yeux, cette équipe était formidable, elle a très bien joué, c'était technique, même sans Cherki, Michel Moulin. Je tiens à vous le dire. L'équipe de Croatie des vétérans, donc ils ont brillé, voilà, c'est vrai qu'ils ont envoyé l'équipe de vétérans. Voilà. Mais oui, mais cette équipe de vétérans avait gagné 2-0 à l'année quand même. Mais 3 jours après, des gens qui ont 39 ans, ils peuvent pas faire 2 matchs en 3 jours. On en parlera dans quelques instants, c'est pas faux, c'est pas faux. Le Hall of Fame aussi, et peut-être cette attitude qu'on pourrait trouver scandaleuse, puisque les joueurs qui ont plus de 100 sélections en équipe de France font partie de ce Hall of Fame avec le maillot qui sont installés maintenant dans l'enceinte du Stade de France. Les joueurs qui ont plus de 100 sélections, donc Giroud en fait partie, il a été honoré, il y a Zidane, il y a Henry bien sûr, mais il n'y a pas Platini. Il n'y a pas Copa. Oui, forcément, ils n'ont pas 100 sélections, mais ils font pas partie des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Alors, on se pose la question quand même. Mais elle est facile à comprendre. Bon, vous donnerez votre réponse dans un instant. Et puis le foot amateur, bien sûr, avec Cédric Garnier qui va nous rejoindre, président de Bretteville sur Odon dans le Calvados, club de Régional 2, et qui est toujours très engagé, qui a des choses à dire sur le football et sur le football amateur. Vous le savez, chaque jeudi à 20h45, nous faisons la lumière, le coup de projecteur sur un club amateur. Nous sommes ravis d'être avec vous sur Sud Radio pour parler vrai, pour parler foot, avec butfootballclub.fr. Ça commence maintenant. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. But Football Club avec Michel Moulin, Benjamin Danet, Jimmy Algerino et les salaires de Ligue 1. Alors, je compulse un petit peu les notes et l'article de l'équipe, mon cher Michel. Dembélé est le joueur, Ousmane Dembélé est le joueur le mieux payé de Ligue 1 avec 1,5 million par mois. Ce sont des salaires bruts. Suivent ensuite Marquinhos, 1,1 million, Hakimi, 1,1 million. Et dans les 12 premières places, il n'y a que des joueurs du PSG. Le premier, après, qui commence à être bien payé, c'est Rabiot avec 500 000 euros par mois, ou Lacazette à Lyon avec 500 000 euros par mois. Vous qui êtes un homme d'affaires, un chef d'entreprise, qui est un homme d'argent également, Michel Moulin, qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop bien payé. Déjà, en dehors de ça, j'avais un coup de gueule à donner, mais je le donnerai après. On le fera après, le coup de gueule. Je ne comprends pas, en dehors de ça, après on va parler des salaires, mais comment ce journal peut avoir les salaires? C'est-à-dire, moi je suis président d'un club, j'attaque le journal. Je veux savoir d'où ils sortent ces informations. Ce n'est pas normal qu'ils aient ces informations. Ça, c'est la première chose, c'est mon avis personnel. C'est de l'investigation journalistique, Michel. Non. C'est une enquête. Non, ils ont tous les salaires de tous les joueurs. Est-ce que c'est la Ligue qui leur donne? Je sais pas qui, mais je voudrais savoir qui. Mais bon, ça, c'est moi un fait. Derrière, oui, il y a des joueurs, et là, on peut en parler, qui méritent leur salaire. C'est-à-dire parce qu'ils font du spectacle, ils vendent des maillots, parce qu'il faut savoir que derrière, il y a toute une économie. Donc, ça me pose aucun problème que Dembélé aujourd'hui gagne 1,5 million.
parce que le garçon fait une excellente saison. Ce qui est plus gênant dans les salaires qu'on a pu voir, c'est dans des clubs, il y en a un particulièrement, puisque son dernier c'est Montpellier, quand on voit des joueurs comme Ferry qui gagnent 170 000 euros. Ferry, sincèrement, je suis président d'un club, je lui donne 40 000 euros par rapport à son niveau, par rapport à ce que je vaux moi. Il y a Cazerie, je crois il est à 180 000. Si je donne 180 000 euros, lui par contre a des qualités, mais il a 5 kilos de trop, là je le fais courir. Parce que à 180 000 euros... Et vous le mettez au régime alors ? Au régime. Au régime sans sel. Et etc. Donc il y a des joueurs, même à Lyon, Lacazette, donc mais ça fait des gros salaires, parce que ça, il faut savoir que c'est pas chargé. Il faut charger ces salaires. D'ailleurs, vous avez quand même 42% de charges derrière. Donc le foot français est dans un autre monde, on le voit là. D'ailleurs, que Paris Saint-Germain peut se permettre là, ils ont le budget, ils jouent la Champions League, etc., etc. Oui, il y a le Qatar aussi. Il y a d'autres clubs, c'est inimaginable. Alors, est-ce qu'il y a des embrouilles avec les agents? Pourquoi? Comment? J'en sais rien, mais ce n'est pas normal. Par contre, on peut féliciter quand même 2 clubs, c'est Brest. Parce que vu la masse salariale et vu ce qu'ils ont fait en Champions League, je pense que financièrement c'est un club qui doit être à l'abri pendant 2-3 ans, s'ils font pas de bêtises. Et Lille aussi. Là aussi, Olivier Le Temps qui a son caractère, mais très très bien pour ce qu'il fait dans son club, parce que je crois qu'il soit à 90 000 euros de masse salariale moyenne pour un club comme ça qui donne du spectacle en plus. Je trouve ça très bien. Par contre, je vous dis, des clubs comme Montpellier, des choses comme, mais c'est même pas compréhensible. Je sais pas pourquoi. 90% de la masse, je sais pas si vous avez vu, ça représente 90% la masse salariale de leur budget. C'est de la folie. C'est de la folie. Ces gens sont, comme je disais, incompétents. Benjamin Danet, même si les salaires, la moyenne salariale a un peu baissé cette saison, est-ce que vous ne trouvez pas que ces chiffres sont astronomiques, vu aussi le niveau du spectacle qui est proposé dans cette émission? Chaque jeudi, on se dit que la Ligue 1, on la regarde plus, que c'est beaucoup moins intéressant, que les stars ne sont plus là. Donc est-ce qu'il n'y a pas un décalage selon vous? Non. Pour moi, alors déjà, pour moi, il n'y a pas d'indécence, parce qu'encore une fois, je pense qu'il faut quand même pas oublier ça, mais les joueurs ne mettent de pistolet sur la tempe de personne pour avoir ses contrats, pour avoir ses salaires. En l'occurrence, et Michel a raison, moi je rebondis plutôt là-dessus, c'est comment on peut accorder des salaires aussi élevés quand on a autant de problèmes. Après, on comprend mieux pourquoi les clubs sont aussi mal gérés. On comprend mieux ces choses-là, on comprend mieux pourquoi ils pleurent quand il y a que 500 millions d'euros de droits télé. Moi, c'est plus ça. Après, sur les salaires, pour connaître un petit peu, pour savoir un petit peu comment ça se passe avec les révélations de l'équipe, il faut savoir d'abord que ce sont, des estimations assez larges, que ce sont des salaires bruts non chargés, et que surtout, ça ne comprend pas les primes. Et que dans certains clubs, je peux prendre l'exemple de la SS, je pense que je peux prendre l'exemple de Brest, on peut avoir quasiment, le salaire peut faire x2 en fonction de certains objectifs, s'ils sont réalisés ou pas. Mais non, ça ne me choque pas, le PSG tue la concurrence, ça se voit également sur le terrain. Voilà, mais ce qui me choque plus, c'est qu'aujourd'hui, des présidents de clubs incompétents ou fous sont en train de tout remettre en cause pour avoir donné des salaires complètement extravagants à certains de leurs joueurs. Quand on voit la situation de Montpellier aujourd'hui, qu'il va peut-être y avoir un plan social s'il y a une descente en Ligue 2, on aurait pu se poser la question de savoir s'il fallait vraiment filer 180 000 ou 170 000 à Ferry ou à Cazerie, ou plus de 210 000 à TJ Savanier. Mais il faut attirer les joueurs pour avoir de la qualité, Jimmy Algerino. J'imagine que vous allez, un peu de manière corporatiste, défendre les salaires des joueurs, puisque vous avez été joueur professionnel. D'ailleurs, est-ce qu'on est dans le même ordre d'idées qu'à votre époque sur les salaires de la Ligue 1, Jimmy Algerino, aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais bon, après, il faut le mettre dans le contexte aussi. Il y a 15-20 ans, les salaires que l'on pouvait gagner étaient très très intéressants par rapport au salaire, je veux dire, du français moyen. Oui, voilà, de français moyen. Ouais, enfin, donc, Jimmy, juste il y a 15-20 ans, il y avait déjà l'OM, le PSG et le reste du monde, hein. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis c'était déjà très très intéressant. Il y avait Châteauroux aussi. Hein. Parce qu'on m'a dit Châteauroux que M. Algerino était le plus gros salaire, on est très très loin des autres joueurs. Non, Châteauroux, ça n'est jamais relevé. Parce que le mec, Jimmy à tout prix, il est parti avec la caisse. Et non, parce que comme il y avait Patrick Trétignan et Michel Denisot, donc géraient quand même assez bien le club. Donc en fait, ils n'ont jamais pu m'augmenter mon salaire. Je plaisante. C'est pour ça que comme j'étais toujours derrière eux, en fait, ils ont dit il faut qu'il parte ce joueur, donc ils m'ont envoyé au Paris Saint-Germain. Tonton, pourquoi du tous? Jimmy, donc les chiffres sont pas exorbitants pour vous, même aujourd'hui.
si on prend par rapport à un salaire d'un Français moyen, si, c'est choquant. Mais pour le milieu du football, non, c'est pas choquant. D'ailleurs, on peut constater pour le Paris Saint-Germain qu'il y a eu une baisse au niveau de la masse salariale, au niveau des salaires. Donc ça, parce qu'Mbappé est parti. Voilà. Après, effectivement, sur les joueurs moyens de Ligue 1 voire de Ligue 2, sans doute que les salaires sont trop élevés. Mais après, moi, je vais parler des joueurs de Montpellier. Il faut pas oublier que ces contrats-là ont été signés il y a 2-3 ans. D'accord, Savanier, il est au club depuis 3-4 ans. Non, mais Savanier, j'ai aucun reproche. Moi, j'aurais pu le faire. Oui. Voilà, Savanier, Ferry. Non, mais Jimmy, c'était pas un reproche. Je dis juste que lorsque tu ne parviens pas à signer des droits télé, que tu attends à 1 milliard et que tu les retrouves à 500 millions, ta masse salariale t'étrangle après quand tu n'as pas les résultats escomptés. Oui. Non, mais je suis d'accord. C'est là où après les présidents, ils sont pas visionnaires parce que à un moment donné, il faut quand même essayer de voir plus loin. Déjà, il y a eu aussi, normalement avec l'âge, le salaire est inférieur, alors que là, on a l'impression que c'est des salaires qui augmentent en permanence. Et puis surtout, c'est qu'avec l'affaire Mediapro, je pense que les présidents de clubs n'ont pas été assez cohérents avec les salaires et puis surtout le budget. Après, moi, il y avait juste un petit truc que j'avais envie de dire. Oui. Parce que je suis d'accord avec Michel quand il dit que pourquoi on se retrouve avec les salaires des joueurs comme ça en pleine page sur l'équipe. Moi, ce que j'aurais aimé aussi, c'est que des clubs donnent le salaire de certains journalistes de l'équipe 21 qui vivent sur les footballeurs et sur les clubs. Et comme ça, on aurait pu voir aussi peut-être si de bons journalistes sont bien payés ou si des journalistes moyens ont un salaire trop élevé. Ils sont pas publics, mais on les connaît, les cachets notamment des journalistes de l'équipe à la télévision. Les journalistes de l'équipe qui font des piges à la télévision, on les connaît, les salaires. Jimmy, tu m'as passé un truc fabuleux. C'est-à-dire que là, on revient au football et on revient aux journalistes. Moi, dans mes entreprises, pratiquement jamais personne m'a demandé une augmentation parce qu'il y a une valeur de poste. Pour moi, il y a une valeur de poste. Qu'est-ce que ça veut dire, une valeur de poste, Valeur de poste, c'est-à-dire qu'à un poste précis, vous méritez un salaire. C'est-à-dire que quand je parle de Ferry, il vaut pas plus de 40 000 euros dans le foot aujourd'hui, pas 170. Vous voulez dire que vous payez bien vos collaborateurs ? Oui, parce qu'à un moment donné, il y a une vraie valeur. C'est pas mal, une vraie valeur de poste. Et valeur de poste, c'est-à-dire que la personne doit gagner ce qu'elle doit gagner. Quand on parle des journalistes de l'équipe, bravo. Il y en a qui méritent. Moi, des Duluc, des gens comme ça, je connais à peu près leur salaire. Ils méritent. Parce que c'est des gens sérieux. Il y en a d'autres, mais c'est une aberration. Voilà. Mais c'est comme dans tous. Vous savez, le foot, c'est comme une entreprise. Je le dis souvent, chaque jeudi. C'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un joueur, Savanier, j'aurais pu faire l'erreur. Parce que Savanier, je l'ai toujours trouvé très bon. Il est un peu vieillissant. Mais je vous dis, d'autres joueurs, c'est inimaginable. De donner des salaires comme ça, c'est inimaginable. Dans le quotidien, l'équipe qui fait partie de votre coup de gueule également, Michel Moulin, puisque vous vous êtes offusqué ou étonné en tout cas, à la une, il y a 2 ou 3 jours, de voir notamment le président Trump. Oui, parce que c'est pour moi là aussi. Malheureusement, c'est le seul journal qu'on a en France. Mais ils l'ont bien voulu parce qu'ils ont tout concurrent qui a voulu se mettre contre eux, et ils ont eu d'énormes problèmes juridiques à cause de ça. Donc il nous reste plus qu'un journal. Donc ce journal devrait donner une éducation. On dit souvent le français n'est pas éduqué sportivement. Mais c'est pas avec un journal comme ça qu'on va être éduqué. Parce que qu'est-ce que on voit déjà, alors pour ou contre Trump, je m'en fous d'ailleurs. Mais bientôt il y aura un match Russie-Ukraine, on mettra les photos de Poutine et de Zelensky aussi. C'est n'importe quoi. Moi j'ai envie qu'on nous parle de sport, qu'on nous fasse vibrer le journal de sport. Ça doit nous remplacer tous les autres journaux. On voit la tête de Trump, de les guerres. C'est parce que la Coupe du Monde va avoir lieu aux États-Unis, et au Mexique et au Canada. Mais on prend la main, Trump. C'est de la politique, le sport, pourquoi Michel. Deschamps a perdu le premier match, pourquoi il a donné tactiquement, avec passion. C'est ça qu'on veut avoir dans un journal de sport, pas la tête de Trump. On le voit passer toute la journée sur toutes les autres chaînes. Voilà, c'est bon. Mon coup de gueule aujourd'hui, pour moi, c'est là qu'on est en train. Et je pense que ce journal fait beaucoup de mal à notre sport aussi. Voilà ce que je pense. Jimmy, vous aviez une bonne vanne, on l'a à peine entendu. Vous voulez la répéter, s'il vous plaît ? Non, je disais, c'est ce qui se passe sur le magazine But.
C'est là où on parle de foot, on parle de... Oui, bien entendu. Et de Karim Zeribi, parce que ces récentes prestations ont fait exploser les audiences sur notre chaîne le YouTube. sujet avec Didier Deschamps, bien sûr, qu'on a traité la semaine dernière et la semaine d'avant. La stratégie qu'on avait dans certains journaux de faire ça, de parler sport avant de parler de problèmes. On s'en fout des problèmes. Il est 20h17. Oui, Jimmy, rapidement. Juste par rapport à ça, par rapport à Didier Deschamps, tout ça se fait la polémique entre guillemets. Moi, je peux vous dire que le joueur de Monaco, le jeune joueur très bon dont parlait Michel autrefois, et Doué, c'est vrai qu'ils étaient en balance pour être sélectionnés. On va pouvoir en parler dans un instant. On va faire un thème équipe de France. On fait un thème équipe de France dans un instant. Faites comme si vous n'aviez pas reçu le conducteur ce matin. Écoutez, faites ceux qui n'ont pas reçu le message ce matin. On ne sait pas de quoi on parle dans cette émission, alors que c'est extrêmement bon produit. Je n'ai rien reçu. On envoie la pub. Je vous enverrai un pigeon voyageur la prochaine fois. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso. Avec Michel Moulin, Benjamin Danet, Jimmy Algerino pour vous accompagner ce soir sur Sud Radio pour parler vrai, pour parler foot avec l'équipe de France qualifiée donc pour le Final Four de la Ligue des Nations. Prochain adversaire en demi, l'Espagne, et les Bleus qui ont réussi à remonter cet écart et cette défaite de 2-0 au match aller à Zagreb contre la Croatie, 2-0 avec un très beau match, très spectaculaire, certes à sens unique, mais très spectaculaire. Ce qui nous fait dire, Michel, par rapport au débat que nous avions avec vous, avec Karim Zeribi la semaine dernière, la semaine d'avant, de ne pas prendre Cherki, finalement, pour le spectacle, ça s'est plutôt bien passé pour les Bleus. Cette équipe de France, elle a été extrêmement attractive. Vous pouvez pas dire le contraire, Michel. Oui. Les deux choses que je veux noter, c'est que la Croatie, comme on disait avec Benjamin, au bout de 5 minutes, ils étaient déjà cuits. C'est-à-dire 3 jours après, la plupart des joueurs, comme c'est des joueurs 39 ans, 36 ans, au bout de 3 jours, vous vous remettez pas. Donc, c'est quand même pas un grand exploit qu'on a fait. Mais c'est pas les îles Féroé non plus, Michel. Mais, d'un seul coup, on a vu quand même enfin un joueur technique. On a sorti Colomani, on a fait quand même rentrer Olysée. Olysée, qui est un super joueur technique. D'ailleurs, c'est lui qui a passé décisive, but sur coup franc. C'est lui qui a fait quand même... Qui était titulaire, c'est vrai. Enfin, on a compris, même si Deschamps après a dit non, peut-être. Non, mais au moins qu'ils disent la vérité. Enfin, j'ai mis un joueur technique qui a fait jouer les autres. Et Olysée, il faut savoir qu'Olysée, heureusement qu'il n'a pas été formé en France, parce qu'il a été formé en Angleterre, il ne faut pas oublier, à Crystal Palace. Heureusement, parce que comme il est frêle, je pense qu'au milieu de tous les déménageurs qu'on avait à Clairefontaine, il n'aurait pas pris. Heureusement le spiromètre de Michel Platini. Heureusement qu'ils nous l'ont formé en Angleterre. Voilà. Donc c'est ça. Pour revenir 2 secondes à l'équipe tout à l'heure, quand même, parce que j'ai oublié de vous dire ça, c'est que le nouveau rédacteur en chef sort de chez Gala. Donc c'est comme si vous cherchez un menuisier pour chez vous et que vous prenez un caroleur, vous voyez. C'est un peu l'image que je veux donner. D'accord. C'est une très belle comparaison. J'ai bien aimé. Tu veux faire l'électricité chez toi, t'appelles un plombier. Voilà. C'est ça que nous explique Michel. Non mais attendez, à l'équipe ils ont pris un mec de Gala, donc c'est pour ça que ça fait comme ça. Voilà. Bon, excusez-moi, j'ai des trucs. Bon, pour l'équipe de France, moi ce que j'aurais aimé, c'est que M. Deschamps le dise à un moment donné, qu'il dise voilà, j'ai pris un joueur technique à la place d'un déménageur. Cette fois-ci, ça marche mieux. Eh oui, non, mais attendez, il a pris Doué. À la place de Doué, ce que nous disait Jimmy, il va nous le répéter dans un instant. Jimmy, il a raison, Doué. Mais Akilouche et Doué, il y a eu une hésitation. Il a pris Doué, il a pris Doué. Je peux prendre Doué, Akilouche aussi. Doué est à gauche, Akilouche est à droite. Je peux prendre Akilouche. Quand je joue avec Colomani sur le côté droit, il est quand même meilleur Akilouche que Colomani sur le côté droit. Au match aller. Il aurait pu prendre les deux, Jimmy. Alors c'est ce que dit Michel Moulin. Il aurait pu prendre Akilouche, il aurait pu prendre Doué. Mais il a pris Thuram, on a arrêté Thuram, on l'a renvoyé chez lui parce qu'il était blessé. Donc il aurait pu prendre aussi Cherki. Enfin, il aurait pu prendre beaucoup de gens. Jimmy, il a hésité quand même. Des carleurs, oui. Mais de toute façon, Deschamps va rester dans son raisonnement et ne va pas s'appuyer sur des joueurs techniques jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Et on verra si jamais, par bonheur, Zinedine Zidane arrive, ce ne sera pas du tout la même sélection. Mais attendez, Jimmy Algerino, avec la démonstration d'Olysée, avec la bonne entrée de Doué, il va peut-être réfléchir quand même, Didier Deschamps. Il n'est pas stupide, bien au contraire. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est dans l'intérêt de l'équipe, n'est-ce pas, Jimmy ? Franchement, je pense qu'il n'a pas besoin de nous pour réfléchir. Je pense qu'il a en tête de toute façon ce qu'il a fait et ce qu'il va faire jusqu'à la Coupe du Monde. Après concernant le jeune Akilouche, effectivement,
je pense que c'est chaque chose en son temps. Il a des joueurs sur lesquels il se repose. C'est bien aussi, c'est le fait de donner avoir confiance à ces joueurs-là. Donc c'est vrai que des fois on pourrait apprécier que voilà il y a un peu plus de jeunes qui viennent, parce que quand on voit encore les espoirs, la qualité des matchs qu'ils ont fait, de venir comme ça compléter l'équipe A. Mais bon, en tout cas, je peux vous assurer que il les a à l'œil, il les suit, il leur donne même des fois des conseils. Et en tout cas, voilà, sur Odyssée et sur Douai, ça s'est super bien passé. Et qui sait, peut-être que au mois de juin, peut-être qu'on aura le jeune Akliouche. Voilà, sachant que c'est sa première saison à ce niveau-là, il commence vraiment, voilà, à s'imposer à Monaco. Donc chaque chose en son temps. Mais vous inquiétez pas pour Deschamps, il a l'œil sur ses joueurs. Oui, mais Jimmy, il est sur Cherki aussi. Jimmy, je suis pas d'accord avec toi, parce que des joueurs comme Zaïd Emery, par exemple, au bout de 3 mois qu'il avait joué à Paris Saint-Germain, il a sélectionné. Akiliou, ça fait 2 ans. C'est pas que la première année. Il a 22 ans, Akiliou. Il a pas 18 ans. Il a 22 ans. Donc à un moment donné, il y a des gens qui font rentrer au bout de 3 mois qui sont à Paris Saint-Germain, d'autres à Kilouche, ça fait 2 ans. Donc, moi je pense, et je le répète, que c'est pas une critique, je serais pas excessif, moins excessif aujourd'hui, mais je pense qu'il voit pas le football comme nous. Je pense qu'il voit le football comme il jouait lui. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Il le voit pas comme nous. On le sent bien. Même dans la fin du match qu'il est interrogé, on voit oui, mais je reviendrai sur ma structure, 3, 4, 3, 3. Il a pas envie de se lâcher. Il a pas envie de se lâcher. Moi, je vous dis qu'il a pas envie de se lâcher. Non, mais c'est pas à 2 ans du terme de son mandat qu'il va changer, qui va se mettre à prendre des joueurs techniques. De toute façon, on peut débattre des heures et des heures. Deschamps est là pourquoi? Parce que Deschamps, il obtient des résultats. Déjà, faut quand même pas l'oublier. Champion du monde avec lui. Alors peut-être que le temps est trop long, mais effectivement Michel a complètement raison. Deschamps est à l'image du joueur qu'il était, c'est-à-dire besogneux, dénué de talent et dénué de technique. Je parle bien de talent et de technique, mais un joueur hyper important. Et qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le milieu de terrain de l'équipe de France? Exactement les mêmes joueurs. C'est pour ça que Platini, sélectionneur, je sais pas si vous vous souvenez, Lionel, Platini se moquait de lui à cause de sa technique, mais il n'empêche qu'il était sélectionné. C'est vrai. Bon, alors Platini en tant que sélectionneur, on parlera de Platini d'ailleurs tout à l'heure. Il a pas forcément réussi. Il est invaincu, mais il s'est pas qualifié. Benjamin a raison. On peut en discuter des heures et des heures. On revient ça changera pas. Ça changera pas. C'est-à-dire, on le voit. Même il y a un truc qui m'a choqué dans le match. Quand les Croates ratent les 2 pénaltys, ils se retournent comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. Le problème, c'est que les 2 Français ont raté derrière. Il n'était pas très malin après. Bien sûr. Mais là, c'est l'adrénaline du match, Michel, avec le public également du Stade de France. Ça réconcilie quand même le public. Jimmy Algerino, avec les Bleus, on les a beaucoup critiqués, on leur a tapé dessus. Après le match, l'ambiance qu'il y a eu, le match de dimanche dernier, tout de même, il faut y voir quand même du positif dans tout cela. Et Deschamps n'y est pas totalement étranger. Oui, non, mais de toute façon, un joueur avec des plaquistes, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Après, moi, il y a aussi la physionomie du match. Il faut pas oublier, voilà, que les Croates, c'est quand même une équipe qui, vieillissante certes, mais en tout cas qui joue au ballon. Même s'ils se sont retrouvés quand même à jouer en bloc bas. Et après, c'est vrai que c'était le match pour l'équipe de France pour aller faire cette remontada, marquer, revenir au score et après peut-être gagner ou se retrouver avec un scénario au penalty. Donc je dirais en tout cas, même si Deschamps ne l'a pas cherché, mais c'est tout bénef pour l'équipe de France et pour lui, parce que il y a eu du suspense, il y a eu des buts. Et il y a eu quand même de belles choses qui ont été un but de Dembélé, Mbappé qui s'est démené même s'il a été maladroit. Et puis derrière cette fameuse séance de penalty et avec cette finalité, je trouve que c'est tout bénef pour l'équipe de France. Et surtout, le fait de se projeter sur un match quand même qui va arriver au mois de juin entre Espagne et France, c'est quand même assez fabuleux ce qui nous attend au mois de juin. Mais ça sera un autre test pour l'équipe de France et le style de jeu de Deschamps. Ça sera pas pareil. Là. Ce sera sans doute pas la même chose, mais on verra. Parce que là, eux, ils ont un vrai système de jeu. Ça c'est clair. Et on verra qui nous plaît.
qui vous plaît à vous. Oui, attendez, parce que Deschamps, il n'a pas que des détracteurs, tout de même, attendez. Petite parenthèse, c'est quand même très triste de s'enflammer sur le quart de finale d'une compétition en bois, une escroquerie pour remplir les tribunes et pour se faire un petit peu plus d'argent au détriment de la santé des joueurs, qu'est la Ligue des Nations. Enfin, bon, mais ça remplace les matchs amicaux. Il y a un intérêt. Mais Lionel, c'est exactement ça. Les matchs amicaux, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire à l'époque. Les matchs amicaux, ils jouent avec le frein à main, les joueurs. Là, il y a un intérêt, il y a une comparaison. On essayait des joueurs. Rappelez-vous des beaux matchs amicaux qu'on a eu au parc avec l'équipe de France quand on était plus jeune, que ce soit le Brésil, l'Allemagne, c'est sûr. Non, mais et contre les équipes de clubs aussi. Exactement. En début de saison, c'était les clubs. À ce compte-là, il faut faire ressusciter l'équipe de France à prime. Vous vous souvenez de l'équipe de France à prime, Michel? Vous en souvenez? L'équipe de France à prime, ça a existé, ça. Il y a, entre les espoirs et les A, il y avait les A primes. Non, mais c'est très bien. Le Stade de France était plein, c'est une belle victoire. Mais ça reste un quart de finale de la Ligue des Nations. Alors justement, c'est une idée. Tiens, voilà. Là, on bouscule le conducteur. On marque une pause maintenant. On va parler du Hall of Fame. Mais la question qui va venir, vous avez 2 minutes pour y réfléchir. Faut-il ressusciter l'équipe de France à prime? Mais ça fait des matchs en plus, les gars. À tout de suite sur Sud Radio. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso. Avec Michel Moulin, Benjamin Danet, Jimmy Algerino. Dans un instant, le Hall of Fame, en tout cas le principe du classement avec les 100 sélections minimum. Ce principe est-il scandaleux? On en parle dans quelques instants. Mais franchement, pour les matchs, pour la télévision, pour les médias, pour essayer des joueurs, l'équipe de France à prime. Michel Moulin. B prime, C prime. Non, mais pourquoi pas? Non, franchement, aujourd'hui c'est dépassé parce qu'on a des joueurs qui il y a déjà beaucoup plus de matchs. On va en parler d'ailleurs. Et après, maintenant, il y a les espoirs, il y a les U19, donc ça n'aurait aucune signification. Cherki serait en prime direct. Benjamin Danet. Il y a les espoirs. D'ailleurs, vous avez vu le match des espoirs, le match de Cherki? Oui. Un but et 2 passes décisives, c'est ça, oui. Et 2 belles passes décisives. Il y a déjà ce qu'il faut comme match en bois. On a la Ligue des Nations, pardon. Donc non, les A primes, c'est pas la peine. Et puis on a les espoirs. Aujourd'hui, on prend plus de plaisir effectivement avec les espoirs. Mais il y avait les espoirs en même temps. Ça faisait des matchs. Il y avait beaucoup moins de matchs. C'était pour les déçus, ceux qui n'étaient pas pris en A. Tu vas en A prime, t'as une sélection, c'est pas mal. Vous aimez ça, Jimmy Algerino? Vous les A primes, vous en pensez quoi? Ok, merci Jimmy. Mais belle réflexion. Mais bon, c'est vrai qu'on s'éclate quand même pas mal avec l'équipe de France Espoir, avec les jeunes, avec voilà ces talents. On parlait de Cherki, mais Ekitike aussi qui met un triplé, qui fait quand même une belle saison en Allemagne. C'est peut-être aussi un joueur. On parlait d'attaquant un petit peu. C'est peut-être aussi ce profil de joueur jeune qui pourrait peut-être un jour se retrouver en équipe de France. Donc après c'est un peu d'humour, mais c'est vrai que par rapport à cette compétition qui est pas top, voilà. Mais autant sur cette émission aussi, on a quand même pas mal descendu l'équipe de France parce qu'ils faisaient un mauvais match dans cette compétition-là. On peut aussi un petit peu s'extasier de voir du spectacle et de voir un petit peu cette remontada sur cette compétition. Je veux dire, bien sûr. Voilà. Dites-moi, Jimmy. L'équipe de France, on voit le coq, on est quand même content de les voir gagner de cette façon-là. Avant de céder la parole en studio à Michel Moulin et à Benjamin Danet, j'ai une petite question personnelle. Vous répondez si vous voulez. Le lieu où vous vous trouvez, mon cher Jimmy, vous êtes quoi, dans une discothèque? Il y a des stromboscopes, des lumières, des néons qui. J'ai l'impression que la lumière change l'endroit où vous êtes là. C'est quoi? Vous êtes au Macumba? Pour faire un petit clin d'œil à Michel, parce que moi je sais qu'il connaît un petit peu tout ce qui est lumière et tout ça, donc faire un peu quelques effets. Merci. Ça marche. Très bien. Le Hall of Fame. Ça, c'est une invention, c'est une belle invention, mais on a vu qu'Olivier Giroud a été honoré au Stade de France avant le match. Il a évidemment plus de 100 sélections, comme Thuram, comme Zidane, comme Henry, comme d'autres. Et donc, ces joueurs font partie du Hall of Fame et leurs maillots ont été arborés sur le fronton du Stade de France dans l'enceinte. Mais donc ils font partie. Alors je vais venir vous voir, Jimmy. Mais effectivement, ils font donc partie des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe de France. Mais il n'y a pas Platini.
Il n'y a pas Giresse. Il n'y a pas Giresse. Il n'y a pas Copa. Il n'y a pas Copa. Il n'y a pas Rocheteau. Il n'y a pas Trésor. Il n'y a pas Griezmann. Il n'y a pas Georges Lèche, par exemple. Ben non, mais c'est fou. Mais moi, je vais vous expliquer un truc. On revient à ce qu'on dit toutes les semaines à ce plateau. On est dirigé par des gens qui ne connaissent pas le foot, qui n'ont même pas l'histoire du football. Si on fait un quiz sur le football avec ces gens-là, mais ils sont incapables de nous répondre qui a gagné Saint-Etienne, Dynamo de Kiev. À mon avis, ils ne sont même pas au courant. Quel était le score ? 3-0. 3-0. Et 2-0 à l'aller. On peut pas l'avoir, Michel. Et but de Rocheteau qui me marque, je suis dans le COP. Quand il marque, je suis dans le COP. Il saigne de la bouche, moi il marque. Donc voilà, c'est des anecdotes, c'est des joueurs, on est baigné par cette passion du football, comme je dis. Mais ces gens-là connaissent pas. Pourquoi ces gens ont moins de sélections ? C'est parce qu'avant, il y avait beaucoup moins de matchs internationaux. Il y en avait 6 par an. Donc c'est pour ça qu'ils ont moins de sélections. C'est pas plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, on met pas en avant des Platini avec Zidane, Copa, je pense que c'est les 3 plus grands joueurs qu'on ait jamais eu. Bien sûr. Alors, qui, quoi, comment? Copa a quand même fini au Real de Madrid, il a gagné 2 Champions League, en fait, c'était la Coupe des Champions à l'époque. Et moi, je me rappelle des années 70, par exemple, Georges Lèche. Georges Lèche, c'était un super joueur de football, personne ne s'en rappelle de ça. Donc on les met pas en avant parce que les mecs ont oublié le passé, ils ont tout oublié ces gens-là. Aujourd'hui, enfin ils l'ont même pas oublié. Oui, parce qu'il y a le nombre de sélections. Ils n'ont pas connu, ils connaissent pas le foot, ils sont là par opportunisme et par politique. J'ai rencontré quelqu'un hier à midi, je vous dirai pas qui, mais quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un du foot ? Moi, qui fait du foot, de la politique, un peu dans tous les trucs, il m'a dit, tu as 80%, tout le monde dit que tu as 80% raison, mais tu as les formes. Mais j'ai dit, mais je m'en fous des formes. On s'en fout des formes. Et tous ces gens-là vivent de la politique, ils font de la politique. Moi, on me dit aujourd'hui, Philippe Diallo, politiquement, il est propre. Mais qu'est-ce que je m'en fous qu'il soit propre, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il nous passionne du foot, qu'il mette des choses en place pour le football. Et là, ce truc-là, comme vous dites, c'est parce que ces gens-là ne connaissent pas le football. Ils ne connaissent pas. Ça dit surtout, et c'est très bien pour Olivier Giroud, je sais de la parole Benjamin Danet, ça dit surtout que dans l'histoire du foot et dans la mémoire collective, l'un des plus grands, sinon le plus grand joueur, c'est Giroud. Non mais c'est deux trois choses. D'abord ils ont rien inventé évidemment puisque c'est le Hall of Fame mais surtout la façon d'élever comme ça au-dessus du stade, ça vient de la NBA donc le championnat de basket américain. Mais on retire les numéros. Là on retire les numéros et on met surtout l'année du titre. L'année du titre remporté. Moi j'étais à Tony Parker à San Antonio quand ils l'ont fait. Voilà. J'étais à San Antonio. Mais je trouve que alors d'abord la règle des 100 sélections, c'est une règle d'une stupidité sans nom mais ça ne m'étonne même plus de ceux qui dirigent le football français aujourd'hui. Mais en plus, je veux dire, pourquoi sans sélection? Et comment peut-on imaginer, mais encore une fois ça déborde, c'est qu'on ne respecte pas les anciens, on ne respecte pas le passé dans le football français. Et moi j'ai rien contre Olivier Giroud, mais si Olivier Giroud reste dans l'imaginaire collectif plus important que Michel Platini, Marius Trésor, Luis Fernandez, Alain Giresse, Jean Tigana, et on en passe, Marius Trésor et d'autres, à ce moment-là faut arrêter de suivre le football, faut arrêter d'aimer le football et faut arrêter d'aller au stade. Mais ça, on a l'impression que ça ne les gêne même pas, même plus. C'est bouleversant de bêtises. C'est ça qui est sidérant. Jimmy Algerino, est-ce que le Paris Saint-Germain et Châteauroux ont retiré le numéro 17 depuis l'arrêt de votre carrière? Et non, malheureusement. Quelle erreur! Non, parce que regardez, en ce moment, c'est Vitinha qui porte le numéro 17, c'est quand même un joueur assez incroyable. Il y a eu Maxwell aussi, un latéral gauche brésilien qui a été aussi très performant. Donc, c'est... Mais bon, déjà, c'est pas la culture française, donc je vois pas pourquoi on va chercher ce genre de commémoration pour des joueurs. C'est aux États-Unis, très bien. Qu'est-ce que ça vient faire en France, franchement? Oui, mais Jimmy, mais à ce moment-là, si tu l'as fait, va jusqu'au bout, fais les choses intelligemment et respecte les anciens. Non, mais tu as raison. C'est pour ça que je dis déjà, c'est pas dans la mentalité. Ils auraient pu trouver autre chose pour mettre en valeur les joueurs de l'équipe de France qui ont marqué le football français. Et puis, autant commencer par Copa. Fontaine, qui me touche énormément parce qu'il était sur la région Justo Fontaine, meilleur buteur de l'équipe de la Coupe du Monde, Michel Platini, Zidane, qui ont fait gagner des choses.
Bon, voilà, moi, j'adhère pas à ça parce qu'en plus de ça, on parlait de Michel Platini, Zidane ou quoi, mais avec tous les joueurs qu'il y avait autour, qui les ont aidés aussi à faire gagner l'équipe de France, donc ça, il faut pas l'oublier. Mais bon, moi, voilà, de mettre en avant comme ça, et en plus avec ce critère de sans sélection, excusez-moi, mais c'est complètement Deschamps est dedans aussi, puisqu'il a plus de 100 sélections, donc il fait partie de ce panthéon, de ce Hall of Fame. Alors, la fédération s'est tout de suite rattrapée parce qu'évidemment, il y a eu des critiques avec ce protocole pour 200 sélections, donc tu fais partie du Hall of Fame. On dit on va changer, on va trouver d'autres modalialités, donc ils vont sans doute trouver une pirouette, Michel Moulin, pour consacrer Michel Platini. Voilà. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ils vont se mettre dans l'embarras parce qu'ils vont être obligés de consacrer un gars comme Griezmann, qui est parti par la petite porte de l'équipe de France, et un gars comme Benzema aussi, qui n'a pas été retenu en équipe de France pendant des mois et des mois. J'espère. Mais il va pas venir, Benzema, il va pas venir. Ça d'accord, mais alors ils vont faire quoi? Oui, c'est quoi le Hall of Fame? Ils ont mis Rami. Non, il n'y a pas Rami dedans, non. Il est pas là, Rami. Non, mais Michel parlait du but de Rocheteau, mais demandez aux anciens Verts, la dernière fois qu'ils sont venus à Geoffroy Guichard, comment ils ont été reçus. Ouais. C'est-à-dire par personne, alors qu'ils honoraient la mémoire de Salif Keïta sur le bord du terrain. Personne ne s'est occupé d'eux. Et pourtant, tous les gens qui viennent aujourd'hui à Geoffroy Guichard sont des enfants de supporters ou des petits-enfants de supporters, grâce à qui sont venus au football, grâce aux joueurs qui ont fait l'épopée de 76. Et on en revient toujours à la même chose. C'est qu'aujourd'hui, dans les travées du Stade de France, si on aime aussi l'équipe de France, c'est grâce à qui? À Olivier Giroud ou à Michel Platini? Oui. Et à Alain Giresse ou aux joueurs actuels? Oui, il n'y a pas que les jeunes aussi, effectivement, il y a d'autres générations. Parce qu'on est des passionnés de Saint-Etienne. La meilleure équipe en plus a pas fait la même peau, c'est celle de 70. Exactement. C'est la meilleure équipe qui gagne 5-0 contre Nantes en finale et qui bat le Bayern de Munich, c'est la seule fois, en match aller-retour, en 16e de finale. 3-0 match avec Salif Keïta et Hervé Revelli qui marquent. Ça rappelle Djurkovic qui s'est fait tuer mais il y avait une super équipe, Polny, Camerini. Mais d'ailleurs, pour Jimmy Algerino, c'est que le PSG fait des choses plutôt sympas d'ailleurs pour les anciens joueurs. Maintenant, depuis 2 ou 3 saisons seulement, c'est vrai, Jimmy. À un moment donné, je me souviens des joueurs de votre génération, d'ailleurs, se plaignaient de ne pas être vraiment considérés par le Paris Saint-Germain qatari. Or, ça a un petit peu changé quand même. Oui, non, ça a énormément changé. Il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, bon, ils ont rattrapé ce retard. Et on peut que les féliciter parce que, en tout cas, ils essaient de faire le maximum, même quand on parle maintenant avec des gens qui n'ont pas connu la période hors Qatari. On sent qu'ils sont touchés, ils connaissent l'histoire, et ça, c'est intéressant. Et je voulais revenir à ces maillots. On parlait de Saint-Etienne. Est-ce qu'à Geoffroy Guichard, il y a le maillot de Rocheteau, tout ça qui est. Non, mais il y a Jimmy, il y a un musée. C'est le seul, je suis d'accord avec toi. À Rennes, bon, mon ami Cyril Elgouache qui s'en occupe, il y a un musée, il y a pas les maillots comme ça qui sont élevés, je veux dire ça ressemble à rien, quoi. Je veux dire au Paris Saint-Germain, à Lyon, à Nantes. Jimmy, c'est le strass et les paillettes, et avec la Fédé, on a rajouté le strass, les paillettes et les incompétents. Voilà, c'est la seule chose. Oui. Alors, c'est vrai que s'ils changent leur fusil d'épaule et qu'ils essaient de faire rentrer d'autres joueurs, on ne sait pas comment ils vont arriver à comptabiliser qui est le meilleur joueur, etc. Mais moi, je vous pose la question, et je pense que vous allez être en difficulté, tous autant que vous êtes ici autour du micro. Qui est le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France, Michel Moulin? C'est pas Olivier Giroud. Ah non. Avec tout le respect qu'on lui doit. Moi, je l'avais à Istres, c'était pas mal à Istres, oui, mais bon. Alors, qui est le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France? Voilà. Pour vous, c'est Zidane. Pour moi, c'est Zidane. Mais après, je peux me tromper. Il y en a qui vont dire Platini, Copa, on l'a pas vu jouer, donc on peut pas trop prendre le truc. Mais pour moi, Zidane m'a fait rêver. Plus que Platini. Parce qu'il était plus, pour moi, il driblait mieux. Enfin, voilà. Mais Platini était fabuleux. Bien sûr. Et c'est difficile, là, après. Après, c'est difficile. Et vous, Benjamin Danet? Platini. Parce qu'il est passé à Saint-Etienne. Non, pas du tout. On a été champion de France. Il était champion de France, mais c'est pas les meilleures années. Mais il suffit de regarder. Non, mais il le dit. En plus, ils n'ont pas gagné grand-chose. Et Platini a raison quand il dit qu'il arrive dans un club qui avait déjà beaucoup gagné, trop gagné. Voilà, mais non, Platini juste parce que je suis né au début des années 70, que j'ai grandi avec lui et que il nous a fait vivre des moments exceptionnels, mais même dans la douleur, puisque les demi-finales. Séville. Quand Séville 82, enfin c'est pas toi Lionel que je vais l'apprendre, mais Séville 82, ça reste dans un coin de notre tête à vie. Ce sont des matchs qui nous ont marqués. Et pardon, alors c'est peut-être parce que je vieillis ou que je deviens vieux con et que c'était mieux avant, mais je ressens pas ça aujourd'hui, moi, avec l'équipe de France. Bien sûr. Je ne ressens pas ça. Et même sur la finale de 98.
dites. Est-ce qu'on ressent la même chose? C'est pas la même émotion, mais en termes d'intensité. Et c'est une défaite 82. Séville 82. Ça c'est vraiment, ça fait partie des 2-3 grands matchs légendaires de l'histoire du football mondial. Et pas uniquement de l'histoire de l'équipe de France. Ce qu'on peut surtout retenir de Platini, c'est le champion d'Europe en 84. Il a été exceptionnel. Il a marqué 9 minutes. Exceptionnel. Il a marqué à Saint-Etienne, le match à Saint-Etienne, il marque un but de droite, un de la tête, un du gauche. Ouais, c'est vrai. Et la reprise qu'il fait à Nantes contre la Belgique. Incroyable. C'est incroyable. Platini. Terminé. Mais je préfère. Alors, c'est même pas, quand vous dites ça, Lionel, c'est même pas la performance, c'est même la beauté pour moi, c'était Zidane. Bien sûr, pour moi c'est Zidane. C'est nos reliefs, c'est les passements de jambes, bien sûr. Moi j'ai joué avec son frère, comme je vous ai dit une fois, c'était le même. En plus j'avais devant moi le même. Juste une petite chose aussi, Lionel, parce que ça nous concerne. En tant que journaliste, on avait quand même la sensation que les joueurs, le football était plus simple et plus accessible. On a la sensation quand même que depuis 98, il y a eu un tournant, le Star System. Aujourd'hui, les joueurs sont inaccessibles, ce sont devenus des machines. Et je trouve qu'il y a même beaucoup moins de contact avec les gens. Et j'avais la sensation, dans les années 80, même si c'était déjà des stars, et on reparle de salaire. Je conseille à beaucoup de gens de lire, s'ils peuvent, un bouquin sur Michel Platini qui s'appelle Le roman d'un joueur, qui est écrit par Jean-Philippe Leclerc, qui est absolument exceptionnel. Absolument. Meilleur joueur français de la fin des années 70, début des années 80. Bon, il s'appelait Henri Michel. C'était quand même un grand joueur. Son salaire, 70 000 francs. Et ben voilà, on était vraiment une autre époque. Je peux vous dire, je vais vous faire rire. Pourtant, c'était Nantais, j'aimais pas Nantes. Il était à mon mariage. Michel Hidalgo. Oui, mais c'est parce qu'il est du Sud aussi. Il était d'Aix. Et il est en France. Ah bah oui, voilà, c'est pour ça. Très évidemment, c'est la communauté, ça, Michel. Un des meilleurs que j'ai vu jouer footballistiquement, excusez-moi, mais on va partir, c'est Jean-Marc Guillou. Ah bah oui. Qui était lent, qui faisait 100 mètres, mais techniquement, Jean-Marc Guillou. Et le milieu de terrain, Jouve, Huc, Guillou à Nice, c'était exceptionnel. Guillou, c'était l'arrivée d'Angers, c'était un joueur exceptionnel. Avant le foot amateur, on vous a pas posé la question, Jimmy Algerino, pour vous, le plus grand joueur de l'équipe de France, de l'histoire de l'équipe de France? Moi, je dirais Platini parce que Zidane, c'est la même génération, donc j'ai joué contre lui, tout ça, donc je suis moins touché. Et moi, je dirais Platini, Zidane et Copa Fontaine. Voilà, d'accord. Vous l'avez eu au marquage, Zidane, ou pas, Jimmy? Non, il a eu de la chance. Il a eu peur. Moi, j'avais plutôt Del Piero, quand il jouait surtout à la Juve, et un petit peu aussi quand il jouait à Bordeaux, mais non. Ça s'est passé comment avec Del Piero? C'était sur la finale de la Supercoupe entre la Juve et le PSG, puisque ils étaient tous les deux champions avaient gagné la coupe l'année d'avant. On avait pris 6 au partout. Ah oui. On avait perdu 6-1. On rentrait en plus d'un stage à l'île Maurice où il faisait 35-40. Et là, il y avait de la neige ce jour-là, je me rappelle. Voilà, il faisait moins 5, et c'est vrai que là, sur le coup, on en a pris 6 à domicile. Vous l'avez pas joué ce match, Jimmy, vous? Si, mais non, vous l'avez pas joué, Jimmy. Si. Non, vous l'avez pas joué. Il avait des skis au pied. Non, il a pas joué. Vous l'avez pas joué ce match. Non, mais j'ai joué, mais je suis sorti avant la mi-temps. Et il y avait 0-0. C'est parfait. 20h47, le foot amateur sur Sud Radio dans notre émission But Football Club, c'est maintenant. Sud Radio, 20h21h. But Football Club. Avec Michel Moulin, Benjamin Danet, Jimmy Algerino et Cédric Garnier qui nous a rejoint, le président de Bretteville-sur-Odon dans le Calvados. Bonsoir Cédric Garnier. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à mon ami Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, vous dites votre ami Michel, vous avez raison, mais Michel est ami avec beaucoup de gens. Mais Cédric Garnier, c'est quelqu'un de très bien parce que vous étiez sur la liste de Michel Moulin, il faut le dire, non mais autant être honnête avec les auditeurs, lorsqu'il s'est présenté à la présidence de la FFF. On est bien d'accord, Cédric Garnier? Tout à fait, c'était un plaisir et Michel est digne de fidélité en amitié. Bon, mais c'est très bien. Mais vous êtes là aussi parce que vous êtes président d'un club de Régional 2 et que nous, on aime entendre les présidents, les dirigeants nous raconter les belles histoires ou parfois les histoires un peu plus compliquées de leur club. Si vous pouviez nous faire une petite présentation du foot à Bretteville-sur-Odon, vous feriez comment ? Avec plaisir. Alors déjà, je ferai une petite correction. Notre équipe première n'est pas en R2, mais en R3, parce que malheureusement, nous sommes descendus de la saison précédente. Nous avons une vingtaine d'équipes dans notre club.
trois en senior, on est 16 et 15, enfin bref, je ne vais pas faire tout le listing, mais on a des équipes un peu partout, oui, on a une équipe de sport partagé, on essaye de respecter le quota d'arbitre, le quota de féminine, mais c'est très compliqué parce que c'est là le problème du sport amateur, c'est les contraintes qui sont liées vraiment au sport amateur et qui nous fixent des contraintes et des embêtements pour avancer tous les jours avec beaucoup de pénalités. Quel type de contraintes? Quelles sont ces contraintes? Alors, comme vous le savez, il y a eu la Coupe du Monde féminine en France et c'est très bien, ça a développé le foot féminin et on a obligé les clubs à avoir des équipes féminines. Le problème, c'est que quand on a un club en banlieue d'une grande agglomération comme Caen, en monde périurbain, entouré d'autres clubs, attirer des enfants et des jeunes filles notamment pour jouer au foot, alors que notre club le plus proche est le Stade Malherbe de Caen, qui en même temps fait une équipe féminine, entre un petit club de province et un club comme le Stade Malherbe de Caen, qui a les mêmes contraintes, les jeunes filles vont plutôt aller vers un club professionnel, ce qui est tout à fait logique, je les comprends. Et donc, on a galéré à constituer des équipes féminines. On a fait des fusions, et malgré les fusions, les règlements sont pas souples, parce que malgré qu'on fasse une fusion pour avoir une seule équipe, les règlements, il faut le savoir, contraignent quand même à avoir deux équipes dans les deux catégories différentes. Donc les fusions ne servent à rien. Donc on est devant une illogique complète. On a la même contrainte sur le statut des arbitres, où on doit avoir un certain nombre d'arbitres fournis par le club. Et là, le problème, on se retrouve devant un mercenariat d'arbitres qui se vendent au club le plus prometteur en termes d'argent au black, on va pas se mentir. Ah bon? Et derrière, oui, carrément, vous savez, les foyers bars fonctionnent bien, donc moi j'ai des contacts d'arbitres qui m'ont dit, si je viens chez toi, c'est 600 balles à l'année. Voilà. C'est-à-dire pour arbitrer. Alors attendez, parce que c'est très intéressant. Moi, je découvre Cédric Garnier. C'est-à-dire qu'il y a des arbitres dans le foot amateur, donc qui sont des arbitres amateurs également, qui vont arbitrer les équipes de jeunes notamment, puisqu'il faut que le club fournisse les arbitres, mais qui demandent pour cela qu'ils soient payés 600 € à l'année. Par exemple, c'est le salaire moyen, 600 € à l'année. Ce qu'on m'a demandé une fois que j'ai refusé, ouais. Vous savez, comme a dit quelqu'un de célèbre, le football a changé. Vous saviez mieux que moi que ce soit en monde pro, mais il a fois changé aussi au monde amateur. Et maintenant, on est dans un monde d'argent. Et comment un arbitre peut rester équilibré, juste dans ses décisions, s'il est payé par un club quand il arbitre ce club-là? Non, il arbitre pas. Non, il arbitre pas le club. Non, le truc, ce que veut dire Cédric, c'est que pour avoir un club, pour être reconnu, pour pas avoir de pénalité, vous avez besoin d'arbitres. Et aujourd'hui, les arbitres se monnaient d'un club à l'autre. C'est-à-dire, si par exemple, le club X n'a pas d'arbitre, il a des pénalités. Donc, pour ne pas avoir de pénalité, il est obligé d'avoir des arbitres. Mais des arbitres qui vont arbitrer d'autres équipes. Voilà, mais pas là. Ils sont obligés de monnayer. Donc maintenant, si cet arbitre X, vous êtes obligé de le faire venir, il vous dit, je veux 600 €, sinon je signe pas dans ton club. Si on n'a pas d'arbitre, il y a des pénalités. Et donc les plus gros clubs attirent les arbitres. Oui. Les pénalités, ça va être des retraits de points, ça va être empêcher de monter, empêcher de faire un mercato, donc ça pénalise inévitablement le club. Et est-ce que la fédération, Cédric Garnier, est-ce que la fédération ou la ligue, chez vous, en Normandie, est au courant de ce genre de pratique? Bien sûr, moi, Michel me connaît, je suis un peu une grande gueule pour ça, et j'ai toujours brayé, j'avais même pris quelques responsabilités au district et à la ligue, j'ai essayé de faire bouger les lignes, mais malheureusement, je pense que c'est comme à la Fédération française de football, on est devant une vieille machine avec des gens qui ne connaissent pas forcément le football, qui n'ont pas été longtemps depuis sur un terrain de foot et qui ne connaissent pas les règlements et les contraintes. Je reprends notre aspect du règlement, les équipes féminines qu'on nous force à avoir et on les apporte, on est pénalisés sur notre équipe première. Par contre, à côté de ça, dans mon petit club de province de Caen, on a une équipe de sport partagé où on fait jouer une trentaine de jeunes en difficulté avec des légers handicaps ou des échecs sévères, c'est pas valorisé. Expliquez-moi où est la règle du football pour tous. On se gargarise de publicité en disant le football c'est le sport le plus populaire, c'est le meilleur au monde, tout le monde peut faire du foot, mais à côté de ça, dès le début de saison, on vous part avec des pénalités. Oui. Moi, je serais partisan qu'en début de saison, en fait, il y a un classement par club, on fait un tableau Excel, vous avez une équipe féminine, c'est plus un point, vous n'avez pas de sport partagé, c'est moins arbitre, vous avez tant d'arbitres, c'est plus un point, et comme ça, tout le monde en début de saison partirait avec une équité totale. Ouais, c'est pas faux, mais ça donne peut-être aussi pour des petits clubs et pour beaucoup de bénévoles l'envie de jeter l'éponge parce que on vous met des bâtons dans les roues en permanence pour que le football soit simple comme on l'imagine, c'est-à-dire donner un ballon à des gamins et allez-y jouer. Si c'était ça, ce serait formidable, mais c'est pas le cas. Mais
c'est le monde des bisounours, ça, malheureusement. Et la vraie vie de nos éducateurs, que je remercie dans mon club, parce que j'ai la chance d'avoir des super éducateurs déjà investis, mais combien de fois il faut leur remonter le moral? Leur remonter le moral, c'est quoi? Vous savez, c'est juste leur offrir une veste du club, un sans manche. On a acheté un minibus pour qu'ils puissent faire leur déplacement avec le minibus du club. On ne peut pas les payer parce qu'on n'a pas cet argent-là. On est un petit club et on n'est pas les millions que vous avez évoqués au cours de l'émission. Moi, j'appelle plutôt un carreleur ou un tapissier pour venir me dépanner parce que je sais que c'est un vrai carreleur ou un vrai tapissier. Voilà, on est avec du système D, on est avec du bénévolat et c'est ce qui fait vivre la société. Vous savez, moi, le vendredi soir, quand je vais à mon club, quand je vois que j'ai un chef d'entreprise qui discute avec un personnel de ménage, qui discute avec un fonctionnaire, qui discute avec un retraité, et que tout le monde se tutoie, là on est dans le vrai lien social, on est dans le vrai associatif, celui qui fait vivre notre société. Oui, mais le lien social ne peut pas exister si on vous pénalise parce que vous n'avez pas la possibilité, on peut le comprendre, peut-être d'avoir une équipe féminine ou d'avoir un arbitre parce que vous n'avez pas envie de lui donner 600 €. Vous voyez, c'est ça, c'est Serpent qui se mord la queue. On nous coupe de ce lien-là et après on s'étonne qu'il y ait de plus en plus de clubs qui ferment et qui coulent. On a de la chance, il y en a d'autres qui reprennent l'expérience, mais c'est très dur à tenir. Psychologiquement, je peux vous dire, il y a des matins où on se lève, on a envie de tout balancer parce que c'est usant pour nous, c'est sur notre vie de famille, c'est sur notre vie professionnelle. On n'est que des bénévoles. Vous avez pensé à tout arrêter, Cédric Garnier, vous? Oh oui, plus d'une fois, sincèrement. Plus d'une fois, oui. Je savais mon club. Oui, sincèrement. Et heureusement, moi j'ai la chance d'avoir un bureau exceptionnel qui on est unis, voilà, on est une vraie famille et je les remercie. Mais c'est usant. Il faut vraiment s'entourer. Il faut vraiment bien s'entourer. Benjamin Danet et Michel Moulin après. Ce qui est sidérant, c'est que chaque semaine on entend le même discours, c'est-à-dire que la sensation que tous ces clubs. Mais avec des exemples différents à chaque fois, des exemples différents, mais différentes. Le constat, c'est on n'est pas aidé par la Fédé. Ah oui. Moi, j'ai juste envie de poser une question. C'est alors pas de polémique inutile, mais où est-ce que va l'argent? Que fait la fédération pour aider ces gens? Et ces gens, tous ces présidents qui font vivre le football, tous ces bénévoles, grâce à qui aujourd'hui on peut jouer au foot? Vous avez la réponse ou pas, Cédric Garnier? Où va l'argent? Vous savez, on m'a juste donné un bon Nike parce que Nike est le sponsor de la Fédé, donc j'ai le droit à quelques ballons ou à quelques survêtements que je prends sur un catalogue. Mais par contre, là, je suis en train de me battre avec la municipalité pour faire un synthétique, c'est 1 million d'euros. Bon, je sais que je l'aurai jamais, voilà. Michel Moulin, il nous reste 30 secondes, on conclut avec vous, Cédric, merci d'avoir accepté notre invitation, mais on parle toujours statut des bénévoles, c'est dans le programme, tout le monde m'a dit, mais nous aussi on va faire un statut du bénévole, on attend toujours le statut du bénévole. Ouais. C'est un message à faire passer à la fédération. Incroyable. Quand on a un statut des bénévoles. Pour conclure, Jimmy Algerino, vous avez une question pour Michel Moulin, très rapidement, et on termine avec ça. Vous vouliez parler salaire? Si Michel se remarie, j'espère qu'il nous invitera à son mariage. Non, je suis très fidèle à mon épouse. Bon, très bien. Oui, pourquoi vous l'épouseriez pas une deuxième fois? Mais je l'ai déjà fait à Tahiti. C'est pas vrai. Mais on n'aura plus Henri Michel. On embrasse Jocelyne alors. Non, voilà, vous pouvez embrasser. Merci beaucoup. Merci Cédric Garnier, merci d'être venu dans l'émission et bon courage. Je pense à toi pour le Mans. Merci. Allez, à très bientôt. Merci à Michel Moulin, à Benjamin Danet, à Jimmy Algerino et à la semaine prochaine. Jacques Pessis dans un instant sur Sud Radio.